Un rapport publié le 20 septembre par l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire décrit la stratégie de propagande déployée par Pékin pour persécuter le Falun Gong à travers la désinformation, et ce au-delà des frontières de la Chine. Il y a 20 ans, Washington pensait que le commerce et les investissements pouvaient rendre la Chine plus démocratique. Mais que s'est-il passé en fin de compte? Un expert s'exprime sur le sujet. La pénurie d'électricité en Chine s'est étendue à au moins 20 provinces et fait grimper le prix des produits de première nécessité. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. Le rapport de 650 pages publié le 20 septembre par l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, n'a pas fini de faire parler de lui. Dans ce rapport très fouillé, intitulé « Les opérations d'influence chinoises », on apprend avec effarement comment la Chine a étendu son réseau d'influence pour imposer au monde libre son modèle autoritaire. Les méthodes utilisées pour cela vont de la guerre de l'information aux manipulations en passant par des tentatives d'assassinat à l'étranger. Le rapport nous révèle aussi que la répression des pratiquants de la discipline spirituelle Falun Gong va au-delà des frontières chinoises en prenant appui sur ce même réseau tentaculaire tissé par le Parti communiste chinois. Dans le rapport de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, on apprend qu'en établissant des bases à l'étranger, le PCC s'en prend aussi à ceux qui le dérangent au-delà de ses frontières, tout comme il le fait à l'intérieur de ses frontières. L'exemple de la répression du Falun Gong est cité 79 fois dans le rapport. Le Falun Gong, également appelé Falun Dafa, est une ancienne discipline spirituelle de méditation basée sur les principes de vérité, bonté, patience. Après avoir été plébiscitée jusqu'aux hautes sphères du PCC, cette discipline a été interdite en Chine en 1999. Elle comptait alors entre 70 et 100 millions de pratiquants. Le rapport consacre un chapitre à la création du bureau 610 par l'ancien dirigeant du parti, Jiang Zemin. Le bureau 610, qui est une sorte de Gestapo chinoise, a été créé dans le but d'éradiquer le Falun Gong. Et selon le rapport de l'IRSEM, le bureau 610 possède des agents dans le monde entier agissant en dehors de tout cadre légal pour éradiquer le mouvement Falun Gong. À l'étranger, les émanations du bureau 610 s'appuient sur la diaspora pour relayer la campagne de diabolisation du Falun Gong initiée par le PCC. Et cela passe par des prises de position d'universitaires ou de médias soutenus par le PCC, mais aussi par des usurpations d'identité. Le rapport cite un ancien agent du bureau 610 qui a indiqué, je cite, que le PCC exploitait au Canada un réseau d'espionnage anti-Falun Gong de plus d'1 millier d'agents. Le rapport indique également qu'en 2001, un hebdomadaire pro-PCC basé à Montréal a enfreint une ordonnance d'un tribunal local en publiant une série d'articles anti-Falun Gong diffamant la discipline. Toujours selon le rapport, des courriels insultants ont également été envoyés à des ministres et parlementaires occidentaux par des agents du PCC se faisant passer pour des pratiquants de Falun Gong. En Israël, l'université de Tel Aviv a décidé de fermer une exposition consacrée au Falun Gong à la demande de l'ambassade de Chine. D'autres exemples sont cités dans le rapport. On peut se demander pourquoi le PCC déploie tant d'efforts en Chine et en dehors de Chine pour éradiquer le Falun Gong, mais le rapport rappelle que le PCC ne tolère pas l'existence de structures sociales hors de son contrôle. À ce jour, le Falun Gong est apprécié et pratiqué dans de nombreux pays, mais les Chinois de l'étranger qui le pratiquent ne peuvent pas rentrer en Chine de peur d'être arrêtés ou torturés. Il y a 20 ans, Washington pensait que le commerce et les investissements pouvaient rendre la Chine plus démocratique. Mais que s'est-il passé en fin de compte? Un expert de la Chine et un négociateur commercial s'est exprimé sur la question dans l'émission American Fox Leaders de The Epoch Times. Cela fait 20 ans que la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Les capitaux des pays occidentaux ont rendu la Chine plus riche, mais loin d'être démocratique et libre. Ces dernières années, surtout, le Parti communiste au pouvoir a intensifié la répression tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Les choses ne semblent pas s'être passées comme les nations démocratiques l'avaient espéré. Nous nous sommes trompés nous-mêmes. Clyde, il a été conseiller auprès de 4 présidents américains, républicains comme démocrates. Il y a 20 ans, les deux partis soutenaient tous deux que l'engagement économique libéraliserait automatiquement la Chine. Une approche similaire à ce que le président Bill Clinton a dit en 1997, je cite, « En travaillant avec la Chine et en élargissant les domaines de coopération, en traitant ouvertement avec nos différences, nous pouvons faire progresser les intérêts et les valeurs fondamentales des États-Unis. » Ils étaient tous convaincus que cela allait devenir un monde libéral, un monde de libre-échange, démocratique.
Mais en réalité, Pékin déverse une partie de ses richesses dans des agressions militaires, comme les combats avec le Japon et les Philippines, pour des îles contestées en mer de Chine méridionale. Il est désormais évident que la Chine ne va pas devenir comme nous. Pékin revendique la majeure partie de la vaste mer de Chine méridionale comme étant la sienne, malgré les protestations de divers voisins. La Chine est en train de construire son propre ordre. Ce n'est pas qu'ils veulent faire partie de notre ordre, ou que nous voulons qu'ils en fassent partie. Ils ne veulent rien avoir à faire avec notre ordre. Mais ils font semblant de le vouloir. Eh bien, ils essaient d'utiliser l'ordre que nous avons créé. Je veux dire, ils sont dans l'ONU, et nous avons créé l'ONU. Mais en fait, ils essaient de trouver des moyens d'opérer et de manipuler au sein de l'ONU pour nous bloquer dans nos décisions, ou pour pousser l'ONU dans la direction souhaitée par la Chine. On ne peut pas se plaindre de cela. Tous les pays membres de l'ONU veulent obtenir le meilleur accord possible. Il se trouve que les Chinois sont très doués pour comprendre comment contrôler ce genre d'organisation et les doter en personnel. Prestowitz affirme que les États-Unis ont gravement sous-estimé les capacités et la détermination du Parti communiste chinois. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le chef du parti, Xi Jinping, a réprimé les discours sur Internet et emprisonné de nombreux détracteurs. Plus une entité du monde libre investit en Chine et contribue à renforcer ce parti communiste, anti-liberté d'expression, anti-liberté, anti-âme, plus l'argent devient secondaire dans ce problème. Il s'agit de valeurs humaines fondamentales. Cette année, Prestowitz a publié un nouveau livre. Il y souligne un point important. Il y est dit, la menace fondamentale, pour être clair, n'est pas le peuple chinois. Taïwan et Hong Kong démontrent non seulement que le peuple chinois peut faire fonctionner des gouvernements démocratiques, mais que lorsqu'il peut s'exprimer librement, il les préfère. La menace, c'est le Parti communiste chinois, son ambition et sa capacité à créer un ordre autoritaire mondial. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Oui, mais c'est vrai. Je pense qu'en observant Hong Kong aujourd'hui, on peut voir de façon spectaculaire l'essence du conflit. Ces jeunes ont organisé la célébration de la commémoration des manifestations de la place Tiananmen en 1989. À Hong Kong, bien sûr, cette date est commémorée chaque année depuis... Maintenant, certains des étudiants qui ont organisé ces commémorations sont jetés en prison. Il n'y aura plus de commémoration. Les archives de ces commémorations ont été effacées. Le Parti communiste chinois ne veut pas que quelqu'un sache et que ça devienne un non-événement. L'événement de Hong Kong auquel il fait référence a lieu chaque année pour marquer l'anniversaire de la répression sanglante de 1989, lorsque les troupes militaires ont réprimé les manifestations pro-démocratie organisées par les étudiants sur la place Tiananmen de Pékin. Début septembre, la Chine et les États-Unis ont tenu une réunion virtuelle pour discuter du changement climatique. Au cours de ces discussions, la Chine a fait une demande inattendue. Je vais vous le lire. Pékin exige des États-Unis qu'ils remplissent leur liste de souhaits en échange d'une coopération sur le changement climatique. Bien. C'est très intéressant, n'est-ce pas? La Chine, c'est le plus grand émetteur mondial, le double des émissions de l'Amérique. Et la Chine dit, eh bien, nous ne pouvons rien faire à ce sujet, à moins que vous, les Américains, nous parliez plus gentiment et répondiez à nos demandes ou exigences ridicules. Donc je pense, c'est une révélation. Je pense que la Chine révèle involontairement sa vraie nature. En fait, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne se soucient pas des émissions. Ce qui les intéresse, c'est de maintenir le pouvoir du Parti communiste chinois. Mais la Chine deviendra-t-elle un jour démocratique? Dans le passé, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'une Chine démocratique était une possibilité et qu'elle n'était pas si lointaine. Mais aujourd'hui, alors que le Parti communiste continue d'accroître les restrictions sur les discours politiques et l'opposition, peu de gens voient ce scénario comme étant réaliste.
La pénurie d'électricité en Chine s'est étendue à au moins 20 provinces et fait grimper le prix des produits de première nécessité. Par exemple, les prix du ciment ont augmenté à plusieurs reprises. Certains articles ont triplé de valeur en seulement 10 jours. À la mi-septembre, un producteur de ciment de la ville de Nanchang, dans le sud-est du pays, a annoncé une hausse de prix de 5 $, puis 5 jours plus tard, une autre. La région autonome méridionale du Guangxi a imposé une restriction, déclarant que la production de ciment pour septembre ne peut dépasser 40% de la moyenne mensuelle du premier semestre de l'année. Le quota du mois suivant sera ajusté en fonction de la production de septembre. Les données de Digital Cement Network montrent que le prix moyen du ciment a augmenté pendant 3 semaines consécutives depuis le début du mois de septembre. Le secrétaire général adjoint de l'association chinoise du ciment déclare qu'en plus de la pénurie d'électricité, la hausse des prix du charbon ajoute de la pression. Un commentateur explique à Radio Free Asia que ces restrictions énergétiques seraient dues aux ajustements de la politique industrielle de Pékin. Comme la haute saison du marché du ciment approche, on s'attend à ce que son prix continue d'augmenter. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.